Bonjour à tous, bienvenue sur l'Agro-Club Podcast, l'émission qui va à la rencontre d'entrepreneurs passionnés aimant parler librement de leur entreprise et du monde de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, nous échangeons avec David Varas. Il dirige avec son frère l'entreprise TB Verger, qui est notamment labellisée Entrepreneur plus engagé et certifiée par EcoCert. Le thème général de cet entretien a été l'animation interne de l'entreprise. Monsieur Varas décrit comment les collaborateurs sont impliqués dans les décisions de l'entreprise, comment donner du sens au travail même pour les tâches les plus simples, et finalement comment tout ce temps investi dans la RSE apporte des bénéfices business. Bonne écoute. Donc, bonjour Monsieur Varas. Bonjour. Est-ce que vous pouvez en 2-3 minutes vous présenter vous ainsi que l'entreprise? Alors, je suis donc le dirigeant de la société en binôme avec mon frère. On a repris l'entreprise il y a 10 ans maintenant, au départ en retraite de notre père, qui souhaitait donner les clés de l'entreprise, en tout cas passer le flambeau pour aller passer une belle retraite maintenant bien méritée. C'est un beau challenge parce que je viens d'un univers qui n'a rien à voir avec l'agroalimentaire, ni avec l'univers de la PME et de l'entreprise de moins de 50 salariés, puisque je viens du monde bancaire, un gros groupe bancaire, donc des dimensions et des univers bien différents, mais passionnants et plein de challenges. Voilà. En ce qui concerne l'entreprise, si je dois être plus précis, on cultive des pommes et des poires au cœur donc des vergers de Solty, dans la Rajoie. C'est plus de 30 hectares de pommes et de poires en agriculture raisonnée. Et on est environ 40 collaborateurs à travailler quotidiennement pour la production des poires, mais notamment là où vous trouvez aujourd'hui, où là j'ai la fameuse fenêtre qui donne sur la station de production, sur la partie conditionnement du produit, donc tout type de conditionnement pour tout type de clients, que ce soit la GMS, les grossistes ou la restauration collective. D'accord. Vous avez quel âge? J'ai 39 ans. D'accord, ça fait 10 ans. Pour vous connaître un petit peu mieux, on va faire un petit jeu que je vais appeler pomme ou poire. D'accord. Je vais vous proposer des couples de mots et il va falloir que vous me disiez celui qui, pour chaque couple, celui qui vous parle le plus. Ça marche. Voilà. J'explique pourquoi ou pas du tout? Vous pouvez, si ça vous marche. amuse. Ok. Lille ou Amiens? Lille, parce que je suis purement, à la base je suis lillois, donc voilà, donc on revient toujours à ses origines. Je connais peu Amiens, je connais la cathédrale et ça se limite à ça. Fréterie ou estaminet? Je serais plutôt estaminet. Ouais, j'aime bien l'ambiance, voilà. Welsh ou carbonade? Effectivement Welsh. Plutôt du fromage. Ouais, clairement fromage, voilà, c'est vraiment le plat, même si l'autre est gourmand aussi, mais celui-là c'est vraiment mon petit péché mignon. C'est pas bon pour la ligne, mais bon. On peut prendre une pomme en dessert. Ouais, c'est ça. Bon. Ordinateur ou crayon papier? Je suis encore super crayon papier, moi. J'arrive pas à m'en passer. Mac ou Windows? Alors pour le pro, je suis Windows. Pour le perso, je suis Mac. Voilà. Word ou Excel? Pas une passion particulière pour l'un ou l'autre. On va dire plus Word. Voilà, je suis plus dans l'écrit que dans le tableur. Le banquier a peut-être des mauvais souvenirs de l'Excel. C'est pas le banquier, c'est vrai, quand je vous parle de banque, voilà, j'étais en marketing et la communication, donc l'univers bancaire, j'ai essayé de le rendre plus abordable, quoi. 1990 ou 2050? Ouais, je vais viser 2050. Ville ou campagne? J'ai la chance de travailler à la campagne. J'aime la campagne parce qu'elle est reposante, elle est ressourçante. Voilà, mais j'ai besoin de moments de foule, mais plutôt occasionnellement. Mais définitivement, oui, je pense que je le sens mieux à la campagne. Bière ou vin? Vin. Voilà, c'est pas bien pour un gars du Nord. Mais... Et enfin, pomme ou poire?
Malheureusement, pomme maintenant. Parce que la poire, parfois on a des drôles de surprises, des allergies qui arrivent comme ça. C'est pas vrai. donc voilà, donc maintenant, alors que la poire, j'adore ça. C'est vraiment un fruit simple mais plein de saveurs. Mais pour l'instant, il m'est interdit. Voilà. Vous en avez peut-être trop mangé. Ouais, non, c'est des allergies croisées qui n'ont rien à voir avec le produit lui-même. Mais donc voilà. Mais je ne perds pas espoir de pouvoir recroquer dedans parce que c'est vraiment un fruit, délicieux. Qui est existante dès la reprise de l'entreprise. Non, c'est par hasard. Il y a 2 ans maintenant. Voilà, c'est dur. Il y a des surprises dans la vie comme ça. C'est dur de produire un produit qu'on ne peut pas manger. Ouais, mais voilà. Ok. Donc vous avez repris l'entreprise depuis 10 ans. Qu'est-ce qui a changé depuis 10 ans? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu Qu'est-ce qui a changé? Déjà, si je reprends il y a 10 ans, donc c'est une entreprise qui a été créée par mon père en 95, donc elle a même pas 25 ans d'existence. C'est toujours difficile de reprendre une société qui a été suivie, en tout cas qui a grandi avec le fondateur. Parce qu'il y a forcément à un moment donné, il y a une rupture. J'ai la chance, c'est pas toujours dans toutes les sociétés, mais je pense vraiment que c'est une chance de travailler avec mon frère. Parce qu'on dit toujours que le dirigeant est un peu solitaire. Et là, on a la chance de travailler sur des pôles de compétences qui sont complètement différents. Mais on peut compter l'un sur l'autre. Donc c'est vraiment une force chez nous, et ça a été une force quand on a repris l'entreprise. Parce que la première difficulté, elle est vis-à-vis des équipes, des effectifs de l'entreprise. Ils voient partir le créateur, et voir arriver de jeunes trentenaires à la tête de la société, ça peut faire peur. Parce que on a toujours à l'esprit, déjà on n'aime pas le changement en général, c'est un gros problème, il faut se comprendre, et donc le changement il faut l'accompagner, et il faut surtout rassurer. Donc notre premier job au début, il a été de rassurer, et surtout, et ça on n'y pense pas forcément toujours, de prouver notre légitimité dans notre poste. Parce qu'on est fils d'eux, on est fils du créateur, et donc on n'a pas forcément la légitimité de reprendre une société. Il faut prouver de quoi on est capable, et ce qu'on apportera à l'entreprise, et ce qu'on apportera aux collègues au quotidien. Vous parliez de codécision, et c'est compliqué ce positionnement. C'est accepté parfois de... Elle est compliquée, elle est compliquée. Je sais pas si elle est compliquée, en tout cas, à un moment donné, c'est pas naturel. Au départ, c'est pas naturel de se dire, vous êtes à la direction d'une entreprise, donc c'est vous, direction. On prend les directives, on prend les décisions. Et là, on partage les décisions. Donc c'est d'accepter de partager les décisions et accepter quelqu'un d'autre n'est pas votre opinion. Et la force d'une entreprise aujourd'hui, quand on y réfléchit bien, c'est la somme de plein de profils différents et la somme de plein d'idées et de confronter, de se concerter sur tout sur toutes ces idées. Donc elle est peut-être pas naturelle, mais je pense qu'elle est essentielle, elle est même fondamentale pour la réussite de l'entreprise. Maintenant, là où ça peut être difficile, c'est dans les personnalités au niveau de la direction, mais je pense que c'est difficile pour tout le monde, c'est l'ego qui à un moment donné doit être mis de côté. Et l'ego, c'est quelque chose qu'on a inventé, qu'on se forge et qu'on rajoute des couches au fur et à mesure. Donc je pense qu'il faut peut-être apprendre à enlever les couches de notre ego et se dire qu'on a beaucoup à partager et beaucoup à apprendre des uns et des autres. Et est-ce que ça exige d'avoir des employés, des collaborateurs qui sont autonomes? Et donc ça exige de monter en gamme au niveau, on va dire, de la RH, ou alors aussi on arrive à former certaines personnes qui n'avaient pas tant d'autonomie que ça à devenir plus autonomes, plus force de proposition, ne pas avoir peur de la remarque du chef. Est-ce que voilà, c'est ça ma question. Alors si je reprends juste une expression que vous venez de dire sur la remarque du chef. Alors nous, il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de chef chez nous. Alors d'ailleurs, c'est difficile de diriger une entreprise sans chef. En fait, c'est quoi le management? On peut s'interroger. Il y a quand même quelqu'un qui décide. Vous êtes, je pense,
quand même en dernier recours le décideur, mais vous écoutez tout le monde et vous acceptez la critique. Ouais, je vous rejoins là-dessus, c'est que à un moment donné, on essaye d'être on essaye pas, on fait du participatif, du collectif, on essaye de trouver un consensus. Si on n'a pas, à un moment donné, il faut prendre une décision. Et il faut bien qu'à un moment donné, une personne prenne la décision. Donc ça, on peut pas y échapper. Mais c'est en dernier recours. Et il faut pas attendre non plus trop longtemps, parce qu'il faut que l'entreprise, elle ait une vision, elle ait un cap, etc. Donc aujourd'hui, on propose un cap, où ensemble, c'est des ateliers de réflexion avec l'ensemble des collègues. Aujourd'hui, on est organisé par comité. Tout est volontaire chez nous, c'est-à-dire qu'on n'impose rien. Un collaborateur qui a son métier, qui est comptable, qui est agent logistique ou qui est agent de production, il a le choix de garder juste son métier ou de pouvoir apporter son talent, pouvoir apporter son analyse, pouvoir apporter ses compétences sur un comité, mais de façon volontaire. Il a aucune obligation de le faire, et celui qui ne le fait pas ne va pas être pour autant mal vu. C'est comme ça, c'est son choix. Le but aussi, quand on part dans une organisation plutôt horizontale, c'est pas simplement une décision qui vient de l'entreprise, mais ou si elle vient entre guillemets de la direction de l'entreprise, il faut qu'elle soit partagée, il faut qu'elle soit adoptée, et que je vais pas dire tous les collaborateurs, parce qu'il est vraiment extrêmement rare que tous les collaborateurs soient dans le mouvement. Bon, je vais dire une grosse majorité, mais si cette il faut que cette grosse majorité soit et cette impulsion ait envie d'aller dans cette démarche-là, sinon ça ne fonctionnera pas. Et donc pour reprendre votre question, voir comment c'est difficile. Donc oui, en effet, on a un cap qu'on met en place, en tout cas qu'on analyse dans les différents comités. Donc on a un comité qualité, enfin des comités qui sont, je vais pas tous les décrire, il n'y aurait pas forcément d'intérêt, mais qui ont une thématique précise, adaptée à nos besoins actuels, à notre métier actuel. Donc je vous peux citer la qualité. Bah oui, la qualité aujourd'hui, c'est quelque chose qui a hyper grossi, toutes nos certifications qui prouvent que le produit est bon, tous nos comités RSE, tout ce qu'on a développé en termes de RSE, etc. La santé et la sécurité au travail aussi, parce que forcément dans notre secteur d'activité, on sait que l'agroalimentaire est hyper accidentogène, on sait que les métiers sont difficiles, donc il y a les problèmes de TMS, les problèmes de RPS, etc., etc. Donc on travaille là-dessus. Et donc on partage une analyse et on partage une vision de l'entreprise. Et on va ensemble choisir là où on veut aller. Quelle vision on construit ensemble, et ensuite, une fois que la vision est claire, elle est définie, donc on se met des caps à 4 ans. Donc tous les 4 ans, on étudie un nouveau cap. Donc là, on est sur le cap 2020, puisqu'il a été étudié en 2016. Donc là, on est déjà en train de travailler le cap 2024. Et après, une fois qu'il y a cette vision-là, chacun est libre d'arriver à ce cap par le chemin qu'il souhaite. Le résultat doit être là, mais la façon dont vous faites pour y arriver, il n'y a pas qu'un seul bon chemin, multiple. Maintenant, là où il faut être quand même organisé, c'est que quand vous êtes une équipe, vous travaillez pas tout seul dans votre coin, et donc il y a l'intelligence collective qui doit se mettre en place. Donc forcément, ça passe aussi par une montée en compétence de tout le monde. Donc une partie formation chez nous qui est montée en flèche, parce qu'il y a eu besoin de former les gens, il y a eu besoin de les accompagner. La vision qu'on a de l'organisation pyramidale avec des managers dans chaque service, aujourd'hui, dans cette organisation-là, on met des managers pourquoi ? Pour gérer les troupes, entre guillemets, de chaque service, et surtout pour faire beaucoup de reporting. Pour savoir où on en est dans les résultats, pour contrôler, surcontrôler. Qu'est-ce que ça apporte au final à la société ? Ce contrôle, je pense que ça emprisonne un peu tous les talents et les collaborateurs. Ça les laisse pas s'exprimer, alors que c'est pas parce qu'ils font partie d'un service logistique qu'ils n'ont pas des idées pour le marketing et inversement. Donc il n'y a pas d'échange, interservices. Donc là, je trouve ça un petit peu dommage et même dangereux. Sauf que on dit à un manager du jour au lendemain, tu seras plus manager. Parce qu'il n'y en a plus. C'est dur à vivre, mais il a une fonction.
il a la fonction d'accompagner. Donc en fait, c'est de voir, en fait, c'est d'oublier, et ça c'est pas facile, hein, c'est d'oublier les automatismes d'un poste de manager pour savoir aujourd'hui c'est quoi d'accompagner au quotidien les équipes dans leur épanouissement et vers le cap qu'on s'est fixé. Et là où, voilà, le côté manager, ce qui me dérangeait, c'était dans le contrôle et le surcontrôle. Je pense que chacun est capable de se contrôler tout seul. S'il est formé, s'il est à sa place, clairement, parfois, là aussi, on constate que certaines personnes ne sont pas à leur place, pas parce qu'ils travaillent mal, parce qu'ils s'épanouissent pas, et ils pourraient très bien s'épanouir dans un autre environnement. Parfois, l'environnement ou les collègues qui l'entourent ne correspondent absolument pas à ses attentes. Et donc, là où il pourrait faire un super métier, un super boulot, il le fait pas bien parce qu'il est pas à l'équilibre, il est pas dans une position positive, alors qu'il pourrait très bien l'être, le même métier dans un autre service. Donc voilà, c'est plutôt des interrogations sur l'épanouissement et sur le bien-être et comment on accompagne ce bien-être, cet épanouissement et cette envie d'intégrer l'ADN de l'entreprise et faire grossir l'entreprise. Vous parlez qu'il y a des comités, donc je suppose que ça prend du temps, ces réunions. Par rapport aux autres entreprises où il n'y a pas ces comités et ces réunions, on pourrait imaginer que vous pourriez être moins efficace parce que chaque collaborateur passe son temps à faire son travail, mais aussi dans ces comités. Alors comment finalement ça fonctionne et qu'est-ce qui fait que finalement au final on est plus efficace avec ce type d'organisation? Alors, je vais faire un aparté pour vous expliquer que parfois, prendre du temps sur son temps de travail permet d'être plus efficace. On pourra en reparler plus tard si vous voulez, mais nous par exemple, en 2015, comme on est sur des métiers très difficiles, je reviendrai sur les comités, ne vous inquiétez pas, en 2015, on s'appelle... Même en 2015, je dis des bêtises, parce qu'en 2015 c'était mis en place, et 2012, on souhaite agrandir le bâtiment, et pareil, on souhaite impliquer les collaborateurs, etc., dans la mise en place de ce nouveau bâtiment, parce que c'est eux qui vont le vivre au quotidien. C'est l'occasion aussi, comme il y a l'agrandissement du bâtiment, c'est l'occasion avec un ergonome de refaire un point sur toutes nos machines, de voir si elles sont encore efficaces, si elles sont adaptées, et qu'est-ce que met en avant cette étude, ce diagnostic, que en effet les machines peuvent toujours évoluer, pas de souci, mais si on fait évoluer les machines et qu'on fait pas évoluer les hommes, on n'arrivera nulle part. Donc il faut aussi que les hommes soient accompagnés en permanence pour être opérationnels et pour être au mieux personnellement pour eux, dans leur vie, dans leur bien-être au quotidien, dans leur quotidien professionnel, et aussi pour être opérationnels et productifs au quotidien dans leur travail. Et ce qui a été mis en avant, donc c'est ce que je redisais au début, c'est de remettre l'homme l'homme avec un grand H au cœur du process. Et nous, avec tous nos problèmes de TMS, nos accidents de travail qui étaient légion chez nous, c'était quand même important. Est-ce que les nouvelles machines ou la nouvelle organisation allaient aider à améliorer ces accidents de travail, allaient diminuer les arrêts de travail, les TMS? Non. Clairement la réponse elle est non. C'est pas les machines qui vont aider ça, à moins que vous mettiez que des machines et qu'il n'y ait plus d'hommes, ou c'est pas notre volonté. On a décidé de mettre un réveil musculaire en place. Le réveil musculaire, on pourrait très bien dire aux collaborateurs avant d'arriver au boulot, chez vous, faites votre petit réveil musculaire, on vous forme, puis après vous vous débrouillez. Là on a décidé de prendre sur leur temps de travail, tous les jours, 15 minutes, pour qu'ils puissent réaliser leur réveil musculaire, donc des gestes, des échauffements musculaires pour être au mieux. Clairement, j'ai pris 15 minutes tous les jours. Si je prends en zone de production les équipes qui conditionnent des barquettes de pommes, 15 minutes de production, ça peut paraître peu, comme ça peut paraître aussi beaucoup. Parce que c'est quand même 15 minutes en moins sur 7 heures de production. Clairement, ça a amélioré, déjà au bout de 6 mois, seulement au bout de 6 mois, ça a amélioré le bien-être des collaborateurs, puisque sur un ressenti de douleur, avant cette mise en place de réveil musculaire, on atteignait des résultats records, et pas dans le bon sens du terme. Au bout de 6 mois, elles étaient divisées par 2 ces douleurs. Et maintenant, on est en 2018, on continue toujours ce réveil musculaire, et on a gagné en efficacité de travail. Donc les gens se sentent mieux, 0 accident de travail lié au TMS,
et pas d'arrêt maladie non plus lié à ces problèmes, à ces TMS. Donc là, on a gagné en efficacité. Donc c'était juste pour vous faire le parallèle. On peut prendre la même chose avec les comités. Les comités aujourd'hui, un comité, en effet, je demande à des volontaires d'intervenir, en tout cas nous on se réunit pour tous les comités une fois par mois, pour discuter du plan d'action et pour mettre en place forcément les outils et les actions qui vont faire qu'on va atteindre nos objectifs et notre cap. Et après chaque collaborateur qui a intégré ce comité, forcément travaille entre deux réunions de comité sur les actions. Donc en effet, il a fallu aussi les monter en compétences, parce que on travaille pas sur, je pense notamment à des collègues qui sont en logistique, qui font partie du comité SST, ils n'avaient aucune notion de ce qu'était un trouble TMS, enfin un TMS, un RPS. Aujourd'hui, ils sont formés là-dessus pour derrière reformer leurs collègues aux bonnes pratiques. Donc ça peut paraître une perte de temps au début, on peut croire que ça coûte de l'argent dans sa mise en place parce qu'on perd entre guillemets du temps dans l'organisation, dans la formation, mais au final, sur la longue durée, on est gagnant. Il y a quand même une conduite du changement qui ne doit pas être facile sur le terrain, je suppose, parce que lors d'une dernière visite que j'avais eue dans une entreprise, on m'avait expliqué que passer des bottes blanches aux bottes bleues, ça posait un énorme souci. Là, on est quand même sur un autre niveau de changement des habitudes. Donc, je pense qu'au début, ça doit poser quand même un souci et il va y avoir un petit peu des conflits, je suppose. Ça filtre. Ouais, alors j'ai pas connu les problèmes des bottes bleues vers les bottes blanches, mais j'ai un peu connu le même. Enfin, moi je l'ai pas connu personnellement parce que j'étais pas encore arrivé dans l'entreprise quand c'était mis en place. Mais en 2006, mon père décide de se faire auditer pour une grosse certification internationale qui a changé la donne dans l'entreprise. Qui est encore aujourd'hui qui fait notre organisation au quotidien, nos points de contrôle. C'est une certification qui va au-delà de plus de 350 points de contrôle au quotidien. Et donc de partir de rien à cette certification, je pense qu'il a mis 2 ans pour la mettre en place dans l'entreprise. Et en effet, on était un petit peu sur le même principe que les bottes. De leur dire que demain, il y avait plus de maquillage pour les femmes, il y avait plus de bijoux, il fallait pas porter une charlotte et une blouse, il fallait se laver les mains tout le temps. Ça change la vie de l'entreprise et donc forcément il y a des freins parce qu'il y a du changement, donc ça ne plaît pas. Alors j'étais pas dans l'entreprise en 2006, donc je sais que ça n'a pas été facile puisque ça a mis 2 ans, mais grâce à ça, quand on a souhaité changer notre organisation, ça a facilité les choses. Parce qu'ils avaient déjà cette dynamique-là, ces perspectives-là, ils savaient comment travailler ça. Alors je dis pas que ça a été facile quand même de le mettre en place, parce que vous changez pas tout en un claquement de doigts, ça prend du temps. Ça prend du temps surtout pour celui qui a envie de le mettre en place. En l'occurrence, moi au départ, l'idée vient de moi que j'ai partagé ensuite. Mais donc au départ, vous trouvez des alliés qui partagent pleinement ces mêmes valeurs, en tout cas cette même philosophie. Vous travaillez ensemble et vous regardez comment vous pouvez mettre ça en place avec l'ensemble des équipes, et surtout, je vais vraiment le dire, vous suivez sans EO. Les 2 premières années, ça nous a pris vraiment 2 grosses années pour faire passer le message, et que les choses commencent à se vivre en interne. Ça m'intéresse parce que il y a beaucoup de responsables RSE qui, à l'échelle de la RSE, ont un petit peu ce même souci, ce besoin de convaincre et d'embarquer une entreprise sur des thématiques qui ne sont pas au cœur du métier, voire qui vont peut-être impacter certains postes. Et donc concrètement, quand vous dites suer sans EO, concrètement c'était quoi? Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire quoi? C'est que à un moment donné, vous quittez une organisation, je vais même dire une culture, parce que vous basculez dans autre chose. Pour l'inconnu, parce que vous avez une vision de ce que ça peut être, mais c'est de l'inconnu, et puis vous quittez quelque chose qui fonctionne au final pour quelque chose qui ne fonctionnera peut-être pas.
Donc vous avez, je vais pas dire un stress permanent, mais vous avez quand même quelque chose dans votre tête qui vous dit pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure, pourquoi je suis parti dans cette galère. Et au final, vous voyez qu'il y a quand même des résultats ou des prémices de résultats qui arrivent vite, et des gens qui sont moi, ce qui m'a fait dire, vous doutez, hein, vous pouvez douter régulièrement, mais il y a toujours ce côté positif qui revient, qui se dit, allez, ça vaut le coup d'aller dedans, cet avion. C'est en ça que je me dis, il faut vraiment que ce soit dans vos tripes, quoi. Si c'est pas quelque chose que vous ressentez, vous avez envie de mettre en place parce que c'est vraiment ce qui fait partie de votre philosophie et de vos valeurs, ça sert à rien, vous n'y arriverez pas, vous n'arriverez pas à emmener tout le monde. Alors que si ça fait partie de vos tripes, le moindre petit soupçon de changement dans les équipes vous dira, vous avez raison. Dira, voilà, ça vous donnera l'envie de continuer. Et moi, il y a vraiment quelque chose qui m'a fait dire, ça y est, on est sur la bonne voie, c'est que des personnes qui travaillaient chez nous depuis 10 ans, 15 ans, étaient là mais effacées. On ne les entendait jamais. Elles se plaignaient pas, comme quand ça allait bien, elles ne le disaient pas non plus. On va pas parler de présentéisme, on en est presque là, quoi, de se dire, elles sont là parce qu'elles attendent la retraite à la rigueur. Et c'est des gens qui, du jour au lendemain, quand on a lancé cette vision-là, se sont complètement révélés. Et qui ont changé de cap et qui ont changé d'attitude du tout au tout. Et là, vous vous dites, ah bah, c'est des petits plus comme ça, des petits sourires. Déjà, quand vous commencez à voir tous vos collègues reprendre le sourire le matin quand vous allez les saluer, vous vous dites, c'est plein de petits signes qui nous disent que on est sur la bonne voie. Maintenant, donc là on a commencé ça en 2013, en 2018, donc fin 2015 ça a commencé à prendre de l'effet. Aujourd'hui c'est toujours quelque chose sur lequel on travaille. Ça ne s'arrête jamais. Et vous disiez que vous aviez des alliés. Comment ça s'est passé justement, ce processus d'aller récupérer des alliés, voir peut-être des gens qui se révèlent que vous pouvez embarquer. Comment on arrive à fédérer ces gens-là et finalement les inciter à essayer peut-être d'aller récupérer d'autres personnes ou à convertir. C'est un petit peu un travail de... Ouais, c'est ça. C'est un d'entraînement, on va pas dire ça. C'est mais ça. Clairement, c'est une croisade. Ouais, c'est une croisade. Ouais, on pourrait dire ça. Globalement, comment ça s'est fait? Moi, comme ça faisait déjà 5 ans que j'étais dans la société, 4-5 ans, je connaissais déjà bien les équipes. Je savais sur qui je pouvais, chez qui j'avais ressenti cet élan-là, en tout cas, parce que ils le pratiquaient déjà. Et j'ai aux derniers entretiens que j'ai pu faire avec certains animateurs, donc nos animateurs aujourd'hui sont anciennement les managers, donc les animateurs qui accompagnent les équipes. Donc une animatrice me dit ça me fait plaisir qu'on soit parti dans cette vision d'entreprise et dans cette culture, parce que c'est déjà ce que je pratiquais au quotidien. Sans le savoir, c'est déjà ce que pour moi être un manager entre guillemets, c'était déjà ça. Donc je savais sur qui compter. Et au départ, comment ça s'est fait? C'est que vous avez une vision, mais la vision vous la présentez. Et le premier stade, c'est de la présenter à tout le monde. Donc c'est de prendre tout le monde, de les mettre au vert ou de les mettre dans la salle de réunion et de se dire, voilà, j'ai une idée cette nuit. C'est pas dans la nuit, hein, mais ça va impacter l'entreprise pour les 20 prochaines années. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, vous avez un étonnement et des surprises, des têtes qui s'interrogent. Et puis et là je les rassure en disant, vous inquiétez pas, c'est pas on a claquement de doigts et on va le travailler ensemble. Et c'est vraiment un travail ensemble avec des ateliers réguliers sur le travail de nos valeurs, sur le travail de c'est quoi être heureux au travail, c'est quoi être épanoui au travail, comment vous voyez votre vie professionnelle. Et donc en travaillant avec pareil des volontaires, rien n'était obligatoire. Et les groupes on a démarré petit, et puis plus en plus de monde était là. Et ensuite, c'est dans ces groupes que j'ai repéré, donc j'avais déjà repéré certaines personnes, que j'ai repéré d'autres personnes, et qui font aujourd'hui, en effet, cette croisade, mais en tout cas qui sont les piliers et les gardiens de cette culture, et qui vont la faire, qui font qu'elle s'améliore en permanence et qu'elle perdure.
rebondit sur ces groupes où les gens se posaient des questions sur l'entreprise, mais aussi sur eux-mêmes. Parfois, je compare un petit peu une démarche RSE d'entreprise à une psychanalyse un petit peu, où on va aller un petit peu en profondeur, on va aller vers plus de transparence, donc aussi révéler ce qui ne va pas, pour se dire, allez, faut changer, quoi, et ce qui est obscur, notamment les valeurs, les clarifier. Qu'est-ce que vous pensez de cette vision un petit peu RSE, la psychanalyse qu'on peut avoir à l'échelle individuelle versus une démarche RSE dans une entreprise? Elle n'est pas complètement tordue, votre réflexion. Je peux vous rejoindre sur ce point-là. Je reprends un atelier qu'on avait pu faire avec les collègues, où je leur demandais, pour vous, c'est quoi d'aller travailler? Pourquoi vous venez travailler? Donc là, on est dans l'introspection. Est-ce qu'il y a une réelle valeur ajoutée pour vous personnellement? Si je prends un poste en production qui emballe des pommes au quotidien, donc il prend les pommes qui arrivent devant lui et qui les met dans un contenant, dans une barquette, dans un sachet, est-ce que ça, c'est ce qui vous fait vibrer? La réponse, elle a plutôt été dans la négative. Donc ça a nécessité, voilà, oui, en effet, cette introspection et de se dire pourquoi je travaille, qu'est-ce qui fait que la vie vaut de la peine d'être vécue et que la vie professionnelle vaut la peine d'être vécue. C'est qu'il y a un sens dans l'entreprise. Et c'est quoi le sens? Alors il y a des entreprises, le sens il est tout trouvé, parce qu'il y a on travaille dans une association humanitaire, logiquement le sens on sait où il est, quoi. On va aider l'homme, on va aider l'autre, il est naturel. Voilà. Parfois c'est pas forcément vrai, mais et chez nous, la pomme et la poire, c'est quoi le sens? Donc il a fallu travailler sur cette notion de sens. Pourquoi on emballe des pommes avec amour ou pas? Pourquoi on le fait avec intérêt ou pas? Pourquoi on a envie de s'y investir ou pas? Et c'est là-dessus qu'on a travaillé. Donc qu'est-ce qui réunit? Alors en effet, qu'est-ce qui réunit toutes les forces de l'entreprise, donc tous les collègues? C'est des valeurs qui sont communes, qui peuvent varier, parce que l'entreprise ne doit absolument pas être homogène, elle doit avoir plein de profils différents, même si les valeurs fondamentales doivent rester les mêmes. Et nous, les valeurs, qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'est-ce qui est venu naturellement? C'est, et là je vais rejoindre les piliers de la RSE, c'est l'environnement. On est quand même sur un produit naturel, qui est souvent décrié à tort. Et qu'est-ce qu'on fait pour qu'on arrête de dire que la pomme c'est un véritable poison? C'est de montrer tout ce que l'on fait au quotidien pour le consommateur et dire voilà tout ce qu'on fait, et les hommes et les femmes qui travaillent pour la production des pommes et des poires des vergers de Solti et des vergers, c'est ils le font comme ça. Et on met plein de choses en place pour améliorer la culture, pour être de moins en moins nocif pour l'environnement. Donc ça, c'était un sens déjà. Travailler sur un produit qui est naturel et regarder, c'est un peu utopique ce que je vais vous dire, mais regarder la nature faire, regarder l'univers faire, et s'y adapter, pas aller contre celle-ci. Parce que là, au contraire, la nature, elle a pas d'ego, et elle est souvent reconnaissante. Il peut y avoir un moment de gel où là on perd tout, et l'année d'après, avoir une culture magnifique. Donc il faut aussi prendre ça en compte. Donc ça, c'est sur la partie environnement. Et qu'est-ce qu'on peut faire, pour diminuer notre impact, nos dépenses d'énergie, etc., etc. Donc ça, c'est une partie du sens. C'est ensuite, une entreprise, elle est là pour quoi? Elle est là pour apporter un service ou un produit, le faire le mieux possible, mais elle est aussi là pour son écosystème. Nous, on s'est aperçu ici, pourquoi on s'est installé à Solti? Alors certes, c'est parce qu'il y a une nouvelle zone qui se crée en 2003, donc on a décidé d'installer nos bâtiments en 2003 ici, mais c'est aussi et surtout pour être à côté de nos vergers, parce qu'il y avait vraiment un sens d'être au cœur des vergers, et on s'est aperçu que malheureusement,
C'était vous l'avez vu, hein, on est de Lille, donc on est à 70 km, on est au milieu de la campagne, au milieu de nulle part, on est entre Arras qui est à 25 minutes, Amiens qui est un petit peu plus loin, qui est à 35-40 minutes, on est en pleine campagne. Et en pleine campagne, la pleine campagne, il souffre. Le chômage est présent, et même plus que présent, il y a plus de services de proximité, il y a plus de boulangerie, il n'y a plus de poste, et ça devient dramatique. Et nous, en tant qu'entreprise qui vient s'installer au cœur du village, certes pour être au cœur de nos vergers, pour être au plus près de notre marchandise, mais on a aussi un devoir de dynamiser cet écosystème, donc d'être au plus proche des riverains, de leur proposer des services. Alors, on va pas proposer d'être boulanger, on n'est pas boulanger, donc on va pas leur faire du pain, mais on peut leur vendre des pommes et on peut leur donner des pommes aussi. Parce que je vous parlais d'environnement, mais ceci, c'est de travailler sur l'anti-gaspillage. Donc, les dons, ça se fait aussi, et c'est pas forcément des dons qui se font au Resto du Cœur, certes ça se fait, qui se font avec des grands groupes, forcément ça se fait avec des associations, mais ça se fait déjà avec les personnes qui sont nos voisins. Donc voilà, pour moi une entreprise, elle a ce côté citoyen. Donc ça passe par des dons, mais ça passe aussi par l'emploi, forcément. Les collaborateurs qui travaillent chez TB Verger, ils viennent pas de Pétaouchnok, ils viennent de l'environnement local et de les remettre au cœur du métier. Donc c'est ça aussi, et et puis ça vient au-delà. Donc il y avait ce sens d'être vraiment une entreprise locale, de dynamiser l'économie locale, d'être proche de l'environnement et d'améliorer notre approche environnementale. Et puis qu'est-ce qu'on peut faire au-delà? Alors tout va être toujours lié autour de l'environnement, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait pour nos déchets? Est-ce qu'on peut pas faire travailler des méthaniseurs qui sont à côté de chez nous? Est-ce qu'on peut pas faire travailler des associations? Est-ce qu'on a une envie justement de s'impliquer dans une association qui ne tourne pas autour de notre cœur de métier, que ce soit pour l'humanitaire, pour que le monde ne meure pas de faim. Donc ça, c'est des gestes que l'on fait et c'est normal, c'est naturel. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose une action dans laquelle on veut s'investir? Et c'est pour ça que, après questionnement, etc., et puis parce que ça nous touche de près, on s'est investi auprès d'une association qui est liée à l'autisme. Et là, on a plein d'actions, plein de projets qui vont se mettre en place autour de l'autisme, pour remettre au cœur de l'emploi ces personnes qui en sont véritablement très éloignées. Et puis c'est aussi comment ils s'épanouissent, comment on fait connaître, comment on sensibilise autour de l'autisme. Et nous, via nos clients, via nos consommateurs, on est aussi un beau média, et on peut passer un message. Donc une entreprise, elle est aussi là pour passer un message. Donc vous avez tous travaillé en interne, et puis vous êtes dans un marché concurrentiel de la pomme et de la poire. Comment on se taille une part du gâteau? Voilà. Comment vous êtes taillé une part du gâteau avec ce positionnement? Est-ce que ça vous a ouvert des portes particulières? Est-ce que c'est plus cher mais les gens sont prêts à payer? Comment? Alors, plus cher, non. Ça ne se paye pas. Tout ce que l'on fait a une valeur ajoutée, mais qui ne peut pas se traduire financièrement. Donc nos pommes, nos poires ne sont pas plus chères qu'une autre pomme ou une autre poire, malgré les différences dans la façon de cultiver et malgré tout ce que l'on peut mettre en place dans notre façon de travailler et de travailler avec nos parties prenantes. Mais c'est pas pour ça qu'on le fait. Et heureusement, parce que sinon on serait bien déçus. On le fait parce que pareil, ça répond à des valeurs profondes, sincères, authentiques, et ça nous apporte un bien-être au quotidien. Là où il y a la cerise sur le gâteau, c'est que nos clients aujourd'hui, alors le consommateur, je parle du consommateur, même si le consommateur à proprement parler n'est pas mon premier client, même si je suis content quand on reçoit des messages, ils ont été ravis de croquer dans une pomme parce qu'ils l'ont trouvé délicieuse, et ça arrive, pas une plaisanterie, ça arrive. On n'a pas que des messages, d'ailleurs ils sont très rares, on dit que elles étaient pas bonnes, on a aussi des messages positifs, donc ça c'est super. Là où ça devient
intéressant, mais ça s'est fait, j'allais dire malgré nous. En tout cas, on l'avait pas fait pour ça. Toute cette démarche RSE, que l'on appelle l'apiculture, elle fait parler d'elle. Et clairement, nos clients donc sont les acheteurs en GMS, les grossistes, la restauration collective, donc les grands groupes qui achètent nos produits pour les distribuer derrière, sont sensibles à cette démarche. Et donc forcément, il y a un vif intérêt à notre égard. Depuis longtemps ou depuis 2-3 ans, ça s'est accéléré? J'ai l'impression que la RSE a été pris en main par la grande distribution il y a 2-3 ans de façon plus importante. Je vous rejoins, la RSE a pris une réelle dimension pour les grands groupes. Alors certes, il y a des obligations qui font que nous en tant que PME, on n'a aucune obligation de démarche RSE. Sauf qu'on fait de la RSE souvent, et même toutes les PME à 100% font de la RSE sans le savoir. Mais c'est pas, voilà, c'est pas, ça fait partie de l'ADN de la PME de faire de la RSE. Parce que la RSE, la PME, elle est au cœur du quotidien de tout le monde. Elle fait partie du quotidien. Elle est au cœur du quotidien du français. Et là, je vous rejoins, où on entend de plus en plus parler, oui, en effet, parce qu'aujourd'hui, alors faut que ce soit bien fait, il faut pas que ce soit du marketing. C'est peut-être le danger aujourd'hui de mettre en avant toutes les actions RSE, de se dire, on va parler de glyphosate, il faut interdire le glyphosate, ça y est, tout le monde doit faire de la tonte mécanique dans ses vergers. Ça part d'un bon principe, mais il faut pas que ce soit fait pour du marketing, pour dire nous on le fait, alors c'est chez nous qu'il faut aller. Non, il faut vraiment qu'il y ait une démarche, et qu'il y ait une démarche depuis longtemps dans cette ligne. Et en effet, on en entend de plus en plus parler depuis 3 ans, et donc aujourd'hui, forcément, nous, comme on le fait, on informe nos parties prenantes qu'on sait le faire également. Mais c'est pas, vous verrez pas dans nos pommes, sur nos paquets de pommes, on fait ça pour nos collaborateurs, on fait ça pour l'environnement, etc. C'est pas vendeur. Il y a 2 aspects. Il y a les clients finaux. Oui. Et il y a les acheteurs qui parlent de RSE, on va dire, différemment, et qui ont une sensibilité différente. Et le fait que les acheteurs ont commencé à envoyer des cahiers des charges spécifiques, qu'il y a des labels qui sont mis en avant, notamment des labels que vous avez vous, comme entrepreneur plus engagé, montrent qu'il y a quand même des choses qui ont évolué et qui vous différencient sur le marché, sans question de prix finalement. Ouais, mais c'est très bien mais voilà, il faut, déjà les certifications, c'est tellement lourd à mettre en place que, en effet, c'est quelque chose qu'on a envie de faire et auquel on croit, parce que sinon ça sert à rien, parce que ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de temps, ça demande de l'argent aussi. Clairement, quand on se lance là-dedans, il faut vraiment y croire. En effet, ça a un impact parce qu'il y a des cahiers des charges. Les cahiers des charges existent depuis très longtemps, et aujourd'hui, dans les cahiers des charges, il y a une dimension RSE qui est apparue. Alors c'était facile pour nous parce que la dimension RSE on la faisait. Alors clairement c'était on pouvait apporter ces informations là. Je pense qu'il faut même aller au-delà, c'est qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait un cahier des charges qui tombe. Il ne faut pas attendre que tel ou tel client nous impose ça. Il faut déjà qu'on leur propose l'avance que l'on a. Se dire voilà, nous on va et quelle est notre vision. Donc en fait la vision qu'on partage en interne, on la partage aussi avec nos parties prenantes, parce que c'est avec elles qu'on va travailler l'avenir et qu'on va pouvoir se positionner. D'accord. Dernière question sur notamment ce qui a été fait en interne. Vous venez du marketing. Souvent, je dis que le travail de RSE vis-à-vis des parties prenantes, c'est un petit peu comme faire du marketing avec toutes les parties prenantes. C'est-à-dire de se dire quels sont les besoins et comment l'entreprise peut apporter plus de services à ces gens pour qu'ils soient plus heureux. Et finalement, lorsque l'on fait des groupes de travail avec des employés, c'est un petit peu comme faire des focus group avec des clients. Tout à fait. Est-ce que vos compétences de marketing vous ont aidé dans
prise de décision et dans cette volonté de faire ces groupes, d'essayer de mieux comprendre vos collaborateurs pour aussi mieux intégrer leurs besoins et leurs aspirations dans le travail au jour le jour. J'ai envie de dire que votre expérience, elle parle toujours à un moment donné, ce que vous avez vécu dans votre tête, c'est un milkshake et voilà, tout se met en place et le puzzle se construit. Donc forcément, mes études en marketing, mon expérience en marketing m'ont aidé à mettre en place tout ça. La vision que j'ai de là où j'ai travaillé en banque, gros groupe, très pyramidal, etc. L'antithèse. Voilà, complètement. Je dénigre pas, hein, je constate ce que j'ai vécu et ce que je ne voulais absolument plus revivre. Voilà. Un peu plus, voilà. Et pareil, soit on partage, soit on ne partage pas. Il n'y a rien de grave dans cette philosophie. Moi, j'ai une vision de l'entreprise humaniste. Donc voilà, où l'homme a toute sa place et il est pris en considération et c'est notre premier client. Nos collaborateurs sont nos premiers clients. C'est avec eux qu'on travaille, main dans la main. C'est avec eux qu'on construit quelque chose. Et non pas à côté d'eux ou grâce à eux. Avec. Okay. Merci Monsieur Varas. Merci à vous. Ce podcast est terminé. Si comme Monsieur Varas vous souhaitez être plus performant grâce à la RSE, je vous invite à vous abonner à notre Agronote RSE. Elle est envoyée 2 fois par mois et contient les derniers articles marquants et des outils pour vous aider à mettre en place la RSE dans votre entreprise. Le lien est dans la description de ce podcast. À bientôt.